Live Invest, SCPI, faut-il investir dans la pierre papier avec MoneyOne? Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants, ça continue avec le deuxième atelier de notre matinale qui est consacrée à l'immobilier. On va parler SCPI, on va parler de la pierre papier. Vous saurez tout de ce nouveau support d'investissement qui est très en vogue actuellement. Je vous rappelle, pour ceux qui prennent l'émission en cours, une première séquence interview avec notre expert qui est sur le plateau, et puis 10 minutes de questions aux internautes, puisque vous avez la possibilité, chers internautes, de poser vos questions en direct par le chat. Antoine Ferraillant, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes directeur de MoneyOne. Est-ce Tout à que fait. vous pouvez nous expliquer ce qu'est MoneyOne, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors MoneyOne, on est une marque du groupe La Française. La Française, c'est un asset manager français qui existe depuis 1975. Et donc on est aujourd'hui la marque de distribution qui s'adresse directement aux clients finaux du groupe La Française, qui gère aujourd'hui 55 milliards d'actifs, qui est elle-même détenue par le Crédit Mutuel Nord-Europe. Donc on est détenu in fine par une banque, ce qui pour la réassurance vis-à-vis de nos investisseurs est très important, d'autant plus que le Crédit Mutuel a été une fois de plus récemment élu banque préférée des Français, donc on boude pas le plaisir. Et donc MoneyOne aujourd'hui est la marque de distribution pour les clients finaux. On s'adresse à une clientèle online, puisque notre positionnement est online. Et c'est ce qui fait un petit peu notre particularité. MoneyOne, le maître mot, c'est démocratiser l'épargne. C'est vraiment ce sur quoi on axe, puisqu'on a envie de rendre accès justement à l'épargne au plus grand nombre. Et ça passe par le positionnement online, la technologie qu'il y a derrière et qui permet à tout à chacun de venir prendre des renseignements et également investir à toute heure de chez soi, dans son canapé, tranquillement. Et c'est également avoir des contenus qui soient très pédagogiques, le plus accessible possible. On dit souvent que l'on investit ce dans quoi on comprend. Eh bien, nous, c'est ce qu'on essaye d'être le plus transparent possible pour que notre clientèle puisse avoir accès au maximum aux informations et surtout qu'elles soient le plus intelligibles possible. Parce que si c'est pour avoir un vocabulaire très barbare, ça va être assez compliqué pour tout à chacun de comprendre ce dans quoi il investit. Et donc notre maître mot, c'est la SCPI, c'est le produit que l'on distribue, c'est notre fer de lance, c'est le produit c'est l'expertise phare d'ailleurs du groupe La Française que l'on vient distribuer sur le site moneyone.fr. Donc on peut sur votre site souscrire en ligne des parts de SCPI. Tout à fait. Et vous pouvez le faire soit de manière totalement autonome, soit en prenant directement un conseil auprès du site. On a un outil qui va venir prendre en compte les différentes caractéristiques de chacun et vous proposer la meilleure allocation. Donc on a du conseil qui est également embarqué sur ce site internet, et puis on a également des conseillers qui sont à disposition de nos clients. Puisque digital ne veut pas dire zéro accompagnement, et donc le but est d'avoir un accompagnement qui soit sur mesure. La plupart des conseillers sont issus de la gestion privée, donc il y a un vrai savoir-faire dans l'accompagnement des clients. Et c'est ce qui vient alimenter, et c'est ce qui vient, se jumeler à l'accompagnement digital. L'humain, ça fait toujours du bien. Ah bah oui, on espère bien, oui. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup cité SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord ce qu'est une SCPI et comment fonctionne ce support d'investissement? Alors, il fonctionne de manière très simple. La SCPI vous permet, c'est un produit qui va vous permettre de venir vous exposer à un produit financier, et derrière, ce sera de l'immobilier. Et principalement de l'immobilier tertiaire. Donc on peut faire, pour que ce soit le plus compréhensible possible, on peut faire la comparaison suivante. Lorsque vous allez acheter un appartement et que vous allez mettre un locataire dedans, ce locataire va vous payer des loyers.
La SCPI, c'est exactement la même chose dans le mécanisme. Vous allez investir dans un produit qui va vous verser des loyers. Sauf qu'au lieu d'avoir un locataire sur de l'immobilier d'habitation, vous allez avoir, en fonction des véhicules, 1000 locataires qui vont occuper des immeubles de bureaux, donc tertiaires. Donc il y a des SCPI de bureaux, il y a des SCPI de commerce, il y a des SCPI qui se portent sur l'hôtellerie, etc., etc. Et il y a même des SCPI diversifiés où il y a justement plusieurs secteurs d'activité représentés. Exactement. Il peut y avoir et c'est le principal atout de la SCPI, c'est d'avoir cette mutualisation du risque et cette diversification qui est totale. Elle est diversifiée géographiquement, elle est diversifiée sur ses locataires, elle est diversifiée sur les baux qui vont être différents, sur la typologie des actifs même, et il y a des SCPI qui vont être thématiques. Chez MoneyOne, on distribue une SCPI qui marche très bien, qui s'appelle Pierreval Santé, qui est une SCPI thématique santé, où là, on va venir investir uniquement sur des actifs qui sont issus du monde médical. Et donc, je vais donc investir dans des parts de SCPI, et donc, je vais être rétribué d'un loyer chaque trimestre, en fonction d'un pourcentage propre au secteur d'activité dans lequel je vais investir. D'accord, donc ça c'est pour les avantages. Oui. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais il y a aussi la possibilité d'investir du coup dans l'immobilier étranger aussi. On a accès aussi, donc ce qui peut être aussi intéressant, ce qui peut à la fois diversifier les risques et augmenter le potentiel de rendement. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'avantages. Ouais. Quels sont les inconvénients de la SCPI ? Si on devait en retenir un, ça serait la durée de placement. La SCPI, on investit sur du long terme. Donc on est sur un investissement, on conseille en tout cas une durée de détention qui est à minima de 9 ans. Donc c'est pas un produit de bourse sur lequel je vais venir m'exposer le matin à 10h et puis prendre ma plus-value à midi. Ça fonctionne pas comme ça. On est sur un cycle long terme, propre à celui de l'immobilier d'ailleurs, et c'est ce qui, entre guillemets, rassure nos investisseurs, parce que la pierre, ça reste quand même l'investissement dans lequel tout à chacun a confiance, c'est tangible, c'est un actif que tout le monde connaît. Donc, on va être sur des durées de détention et sur un cycle qui va être propre à celui de l'immobilier. Vous n'allez pas acheter un appartement le lundi pour le revendre un mois plus tard. Eh bien, avec la SCPI, c'est exactement pareil. Vous avez des frais à amortir, comme si vous achetiez un appartement en direct. C'est ça, il y a des frais d'entrée quand même qui sont élevés, il faut le dire. Oui, il y a des frais d'entrée qui sont élevés. Quand vous achetez un appartement, c'est à peu près 7% de frais de notaire. Sur les SCPI que distribue MoneyOne, on est à peu près à 8% de frais. Donc de fait, on n'est pas très éloigné de ce qui se fait sur l'immobilier, je dirais, d'habitation. Et en plus, la particularité que va avoir MoneyOne, c'est qu'on va vous restituer une partie de ces frais de gestion qu'on restitue directement à l'investisseur. Donc, ce qui vient booster le rendement de votre SCPI dès la première année. On va vous rembourser 2% de ces frais de gestion. Alors 2% comme ça a l'air de rien, mais sur des produits qui vous rémunèrent 4%, c'est une demi-année de rendement, donc c'est loin d'être neutre quand MoneyOne, justement, vient faire l'effort de vous restituer une partie de ses frais de gestion. Et alors, il est où le loup ? Parce que forcément, il n'y a jamais de cadeau. Écoutez, il n'y a pas de loup, c'est simplement le positionnement qu'a MoneyOne vis-à-vis de ses pairs. On est à la fois, je dirais, faiseur de produits et également distributeur, puisqu'on est une marque d'un asset manager. Et donc, de fait, on vient en tant qu'asset manager et en tant que marque d'un asset manager, directement s'adresser à nos clients finaux. Et donc, on estime que dans cette nouvelle répartition de la chaîne de valeur, et comme on met également à contribution notre client qui va remplir son dossier, ça va lui prendre entre 30 et 40 minutes, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais il y a de vraies exigences réglementaires derrière, donc on peut pas faire... Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, évidemment, ça va dans le sens de l'investisseur, la réglementation va dans le sens de l'investisseur, donc on la prend en compte et justement nous permet d'affiner le conseil que l'on va donner au client final. Et donc en le mettant à distribution et en estimant qu'il y a une nouvelle, je dirais, répartition de cette chaîne de valeur, eh bien, on vient lui restituer 2% de ses frais de gestion. D'accord. Donc, en fait, le fait que vous soyez filiale de société de gestion, donc ça veut dire que cette société de gestion a un distributeur automatique et donc vous n'avez pas à rétribuer un intermédiaire. Tout à fait. En fait, c'est ça. Et donc, c'est comme ça, en fait, que vous pouvez effectivement avoir des tarifs moins élevés. Exactement. Et répondre également au code du e-commerce, puisqu'on est
Eh bien, un site internet, moneyone.fr, c'est le positionnement que l'on a. D'accord. Quel autre inconvénient? Il y a un problème de liquidité aussi. Alors, effectivement, la liquidité revient souvent. C'est le principal, entre guillemets, stress de l'investisseur. Comment je vais pouvoir revendre mes parts et est-ce que je vais pouvoir les revendre? Effectivement, la SCPI, pour revendre ses parts, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Donc quand vous vous trouvez sur une SCPI qui est en délicatesse et sur laquelle les investisseurs souhaitent sortir massivement, eh bien, s'il n'y a pas de rentrée dans la SCPI, effectivement, on peut se retrouver, entre guillemets, bloqué. Et il y a une tenue de registre, c'est premier arrivé, premier servi. Eh bien, il faut tout simplement attendre son tour, entre guillemets, pour pouvoir revendre ses parts de SCPI. Mais ce que font principalement les sociétés de gestion, en tout cas, c'est ce qu'on fait chez nous à la française. On va venir compenser via des institutionnels le registre en essayant d'attirer de gros investissements sur la SCPI pour apurer petit à petit ce registre de revente. Mais effectivement, la liquidité, une fois de plus, c'est un produit immobilier propre au marché immobilier. Quand on se retrouve dans un quartier dans lequel on n'a pas d'acheteur, eh ben, en tant que vendeur, ça peut être compliqué de revendre ses parts de SCPI. D'accord. Il y a l'un des remèdes à la liquidité, c'est de loger la SCPI dans un contrat d'assurance vie, parce que dans ces cas-là, en fait, l'assureur est obligé d'assurer la liquidité. C'est-à-dire que quand vous faites un rachat, il est obligé de vous verser les sommes, à charge à lui après de vendre les parts. Exactement. Et ça, quelque part, c'est pas votre affaire. Est-ce que vous le conseillez, ça? Évidemment, on le conseille, et c'est un des autres atouts de la SCPI, c'est qu'elle peut convenir vraiment à tout le monde dans son projet d'investissement, et elle peut convenir à tout le monde, par rapport à la situation de tout à chacun, et également par ses modes de détention. Et vous en parliez, la SCPI peut se loger dans un contrat d'assurance vie, et effectivement, pour quelqu'un qui veut s'exposer et bénéficier du cadre fiscal intéressant de l'assurance vie, moi je conseille souvent à des amis, vous venez d'avoir un enfant, eh bien, au lieu de mettre 50 € sur un livret A qui va vous rémunérer 0,50, ouvrez-lui un contrat d'assurance vie. Il en aura le bénéfice quand il aura 18 ans, il aura touché l'antériorité fiscale et donc il n'y aura pas de frottement sur les revenus, et vous pouvez vous investir sur des supports en investissement long terme comme l'est la SCPI, et donc de fait toucher un revenu qui soit récurrent et de bénéficier du cadre fiscal de l'assurance vie. En revanche, les frais sont encore plus légers, encore plus élevés, pardon. Ouais, je vous embête avec les frais, parce que c'est important et forcément il faut les prendre en compte aussi. Exactement. Il faut les prendre en compte, et sur des durées de détention long terme, et c'est ce qu'est le cas de la SCPI. On est soit, quand on vient, je dirais en direct, en dehors du cadre, on est sur une durée de 9 ans, donc vous voyez, sur des SCPI dont les frais de gestion, les frais sont à 8, avec une distribution à 4, vous comprenez qu'il vous faut à peu près 2 ans pour amortir ces frais et ensuite toucher pleinement votre loyer. Dans l'assurance vie, effectivement, il y a une couche de frais supplémentaires qui vient s'y ajouter, parce que vous avez l'assureur qui porte le risque, c'est lui qui achète le support et qui va le porter tout au long de la détention du client. Eh bien, ce risque, entre guillemets, a un prix, et ce sont les frais de gestion qui y sont adossés. Tout a un prix, tout a un prix. Décidément, il n'y a pas de cadeau, vous voyez, il n'y a pas de cadeau. Il y a rarement des cadeaux sur les supports en investissement. Alors, les SCPI ont servi un taux de rendement moyen de 4,4% en 2019. Selon les experts, alors l'année n'est pas finie, et puis c'est vrai qu'on est dans un contexte très particulier, mais compte tenu du fait qu'on a déjà les 3 premiers trimestres, on devrait avoir un taux de 4% au moins, voire même un petit peu plus en 2020. Oui. Comment les SCPI servent-elles des rendements aussi élevés ? Alors, élevé par rapport à, effectivement, au fonds euro, au livret réglementé, etc. Et c'est ce sur quoi j'aimerais insister, c'est élevé par rapport à quoi ? Une fois de plus, je pense que avant d'investir, il faut se remettre dans son cadre de risque. J'investis sur quoi, dans quel objectif et sur combien de temps ? La SCPI, effectivement, a un rendement affiché qui paraît élevé et qui peut attirer beaucoup d'investisseurs, notamment si on le compare par rapport au taux sans risque. Alors, je ne vais pas vous prendre l'OAT 10 ans parce qu'il est en territoire négatif. Nous, notre référence, c'est le livret A, puisque le livret A, c'est liquide, c'est garanti en capital.
je mets 100 € et je suis rémunéré à hauteur de 0,50. Donc effectivement, si on se compare à ces 0,50-là, 4%, on a effectivement un rendement qui est assez attractif. Par contre, si je viens comparer la SCPI par rapport à un actif boursier, par exemple, prenons le Nasdaq cette année. Le Nasdaq, porté par les valeurs technologiques, il fait une très très belle année, un peu plus de 40%, je crois. Donc de fait, on peut se dire, bah oui, si j'investis sur le marché action, je vais gagner beaucoup plus que sur la SCPI. Par contre, quand j'investis sur le marché action, il faut que je prenne le risque de pouvoir perdre 50% de ce que j'ai investi du jour au lendemain. Chose que vous n'aurez pas avec la SCPI, puisque on est sur une détention, une fois de plus, long terme, sur des sous-jacents. Donc on va acheter des immeubles avec des locataires qu'il y a dedans, qui signent des baux sur le long terme. Donc de fait, on vient pérenniser un rendement, et un rendement qui se fait sur la valeur locative actuelle. Et aujourd'hui, quand on regarde les loyers, ils se maintiennent, voire en fonction des quartiers, ils augmentent. Donc de fait, on a un rendement qui est propre à celui du secteur de l'immobilier. Mais c'est vrai que dans son cadre de risque, la SCPI aujourd'hui est un produit financier, alors ça c'est par chauvinisme, mais dont il serait dommage de se passer, parce qu'elle répond à beaucoup de problématiques patrimoniales, et une fois de plus, dans son cadre de risque, elle distribue une performance qui est tout à fait remarquable. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les 4,4% en 2019, c'est hors fiscalité. Évidemment. Il faut aussi prendre en compte la fiscalité. On parlait du livret A, là c'est un livret défiscalisé. Oui. Donc certes, c'est pas beaucoup, 0,5, mais au moins vous n'avez pas de fiscalité et pas de fiscalité sociale. Effectivement. Ce qui est pas le cas de la SCPI. Effectivement, vous disiez que c'était un actif qui n'était pas trop risqué. Est-ce que la crise sanitaire n'est pas en train de changer quelque chose? C'est-à-dire que moi je me dis, SCPI commerce par exemple, qui est spécialisé dans le commerce, on voit bien qu'il y a eu quand même de confinement. Les SCPI bureaux, on voit bien qu'il y a des faillites d'entreprises, que les entreprises se rendent compte qu'avec une grande partie de leurs salariés chez eux en train de télétravailler, est-ce qu'ils ont besoin d'autant de mètres carrés? Enfin bon, bref, est-ce que justement cette sécurité de la SCPI n'est pas un peu remise en cause avec la crise actuelle? Alors, il y a effectivement des secteurs d'activité qui vont être plus impactés que d'autres. Vous citiez le commerce. Le commerce est un secteur qui va être impacté. L'hôtellerie est un secteur qui peut être impacté. Maintenant, l'intérêt de ce produit-là, c'est justement d'être diversifié. Rares sont... dans les SCPI que MoneyOne distribue, par exemple, on ne va pas avoir une SCPI dans laquelle il va y avoir que du commerce. Une SCPI dans laquelle il va y avoir que de l'hôtellerie. Et d'ailleurs, nous, notre positionnement, c'est l'immobilier de bureau. On a très peu de commerce, très peu d'hôtellerie dans les véhicules. Maintenant, effectivement, chaque crise redistribue un petit peu les cartes d'une gestion avant crise et après crise. Et c'est d'ailleurs toute le savoir-faire d'un asset manager qui est capable de s'adapter à son nouveau marché par rapport à l'ancien. Si on prend par exemple l'immobilier de bureau, avec cette remise en question du bureau qui dit, moi, en tant que locataire, j'avais 10 étages pleins. Avec cette crise, je m'aperçois que je peux avoir 8 étages tout aussi pleins. Pourquoi louer 2 étages supplémentaires ? C'est un coût pour moi et donc si je retire ce coût, je peux peut-être en faire bien autre chose, communiquer, recruter, etc. etc. Les asset managers ont un rôle d'adaptation par rapport à ce marché-là. Et donc, vont se tourner petit à petit vers une offre, je dirais, de service et de se dire, maintenant, sur mon immeuble de 10 étages, j'en ai 2 qui sont inoccupés. Charge à moi de trouver comment louer ces 2 étages-là, soit avec du flex office, soit avec des offres de service pour cette même entreprise. Donc, il y a une adaptabilité de l'asset manager. Et après, il faut quand même regarder les chiffres du télétravail. Quand on regarde avant la crise, avant le premier confinement, il y avait 7% de télétravailleurs en France. Pendant le premier confinement, on est passé à 27%. Donc là, il y a eu une réelle accélération et on était à 45% sur Paris. Et après le premier confinement, on est passé de 27 à 15 et de 45 à 22 pour Paris. Donc il y a quand même un effet, il y a eu un effet immédiat sur le télétravail qui, dans la durée,
ne se maintiendra pas à des niveaux aussi hauts que ce que l'on a connu. D'accord. Mais ceci dit, il faut quand même mieux prendre des SCPI diversifiés que des SCPI évidemment. Et une fois de plus, thématiques. Évidemment. Alors, ça dépend quelle thématique par exemple, le secteur de la santé, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, le secteur de la santé, fonctionne très bien. Mais une fois de plus, c'est dans une logique de diversification patrimoniale. Effectivement, il vaut mieux aller sur des produits qui sont diversifiés plutôt que des produits qui sont monosupports. Est-ce que la SCPI est accessible à tous les profils d'épargnants et est-ce qu'elle est faite pour tous les profils d'épargnants ? Alors, on a abordé la question tout à l'heure. Une fois de plus, j'ai tendance à vous dire oui. De par son mode de détention. Je ne suis peut-être fortement imposé sur l'IFI. Je suis assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Eh bien, je vais avoir un mode d'acquisition. On parlait de démembrement tout à l'heure. J'ai un mode d'acquisition qui me permet de ne pas être assujetti à cette forte imposition. Là, on peut acquérir la SCPI dans l'assurance vie. Une fois de plus, je rentre dans un cadre fiscal intéressant, dans une détention long terme. Donc oui, elle répond à la majeure partie des problématiques patrimoniales. Et en plus de cela, vous avez des produits qui sont accessibles en termes de prix. Parce qu'une fois de plus, il faut... il s'adresse à tout le monde. Donc oui, de manière patrimoniale. Maintenant, il peut y avoir une barrière à l'entrée. Quel prix ? Tout le monde ne peut pas s'exposer à hauteur de 5, 10, 15 000 euros. Donc, et puis, c'est pas de l'épargne bloquée, mais comme vous l'avez dit, en fait, c'est quand même de l'épargne de long terme. Long terme, tout à fait. Donc, il faut être capable de rester pendant longtemps. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des liquidités à côté, etc. Tout à fait. D'accord. Alors, c'est un peu la question à 100 euros, 1000 euros, enfin, je ne sais pas. Y a-t-il un risque de bulle dans les SCPI ? C'est vrai que les SCPI atteignent des prix élevés. Il se trouve qu'il y a eu déjà par le passé, des cracks SCPI. Est-ce qu'en gros, les SCPI ne sont-elles pas trop chères avec le risque, effectivement, que la bulle éclate ? Ok. Alors, effectivement, c'est une question qui revient souvent et qui revient d'autant plus aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on a connue. Les réflexions qu'il peut y avoir sur le télétravail, etc. et sur le fait... Donc effectivement, une bulle, c'est quand on achète un actif 100 euros qui en vaut réellement 50, par exemple, où il y a une dévaluation intrinsèque du prix. Et donc dans ce cas-là, on rentre dans un schéma de bulle. La SCPI, comme je vous le disais, nous on essaye d'être le plus transparent possible sur les différentes valeurs que peuvent les valeurs intrinsèques de ce véhicule-là. Donc vous avez dans nos différents reportings une valeur qui s'appelle la valeur de reconstitution, valeur de réalisation. Et donc de fait, on va venir comparer ces valeurs par rapport à la valeur de retrait. C'est un petit peu, j'essaie d'être le plus simple possible. Parce que là, pour l'instant, vous ne répondez pas vraiment, mais allez-y, c'est intéressant. Vous avez, très concrètement, vous avez une valeur de prix de part qui vaut 100 euros, une valeur de retrait qui en vaut 90. On va venir se comparer à cette valeur de retrait, puisque l'investisseur, quand il va revendre ses parts, il va la revendre à la valeur de retrait. Donc la valeur de prix de part, c'est votre valeur d'acquisition, valeur sur laquelle va être calculé le taux de rendement de votre produit. Maintenant, on va regarder la valeur de réalisation par rapport à cette valeur de retrait. Si cette valeur de réalisation, donc on se rappelle, notre valeur de retrait vaut 90. Si cette valeur de réalisation vaut 70, vous savez que vous surachetez votre produit. Donc là, vous avez un potentiel de revalorisation qui est très faible et la capacité du véhicule à continuer à vous délivrer des rendements qui est mis entre guillemets. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ces informations-là, vous les donnez en amont, vous les avez sur tous les reportings, sur tous les bulletins trimestriels de nos produits. Ça, vous pouvêtre retrouver cette information très facilement. Et chez vos concurrents aussi ? Je pense que la plupart des concurrents le font également, oui. Je vais être très transparent avec vous, je n'étudie pas les reportings de mes concurrents. D'accord. Maintenant, je sais que chez nous, vous le retrouvez et on est très transparent sur cette valeur-là. Donc il faut regarder les reportings. Exactement. Si j'ai un conseil à donner, c'est de regarder et de comparer les valeurs pour savoir si j'achète au bon prix. Et effectivement, si je vois que j'achète sur un prix qui est surévalué par rapport à la valeur réelle de mon véhicule, effectivement, là, j'ai un risque d'acheter trop cher mon support d'investissement. C'est comme, une fois de plus, l'immobilier d'habitation. Hein. Si j'achète dans un quartier un bien à 10 000 du mètre et que je m'aperçois que, in fine, la moyenne, c'est 7 000 du mètre, j'ai suracheté mon produit. D'accord. Et une fois de plus, les SCPI, leur principale caractéristique et la première chose, la première promesse qu'elle donne à son investisseur, c'est le rendement.
Donc il faut être capable de regarder si la société de gestion est capable de continuer à distribuer et à pérenniser ce rendement. Et c'est ce que nous demandent nos investisseurs. Nos clients vont de la personne retraitée qui a ses revenus complémentaires qui sont distribués par la SCPI, du chef d'entreprise qui place un petit peu d'excédent de trésorerie sur de l'usufruit pendant 5 ans. Donc il faut être capable vraiment de délivrer ce rendement-là. Et pour répondre à la question est-ce qu'il y a une bulle, il y a s'intéresser aux valeurs de prix, et 2, regarder, si je peux conclure là-dessus, quand on regarde la valeur des loyers. Aujourd'hui, par exemple, Paris, quartier centre-affaires, on est dans les alentours de 910 € de moyenne. Et ce loyer augmente, voire est stable. Donc, de fait, non, on n'a pas une explosion de la valeur faciale des loyers qui fait qu'on pourrait se dire qu'on vient peut-être suracheter ou surlouer la valeur locative des SCPI. D'accord, donc en fait, vous êtes plutôt rassurant. Je me veux rassurant, toujours dans une logique de détention long terme. Une fois de plus, la SCPI, ça doit vraiment être compris par tous ceux qui nous écoutent. Quand on achète une SCPI, on est dans une logique de détention long terme. Et dans cette logique de détention long terme, quand on regarde par le passé, il y a un institut qui s'appelle l'IEIF qui a sorti il y a pas longtemps une rétrospective sur les performances par classe d'actifs. Et quand on regarde la classe d'actifs immobilière, sur les 10, 20, 30 dernières années, eh bien, il n'y a pas une classe d'actifs qui vient surperformer l'immobilier. J'ai pas de boule de cristal, mais je me dis qu'on est quand même sur un support qui a démontré par le passé sa capacité à résister dans un environnement adverse. Et je ne vois pas pourquoi, dans cette année 2020, la SCPI, je pense, sera un des supports les plus rémunérateurs, mais montrera une fois de plus sa capacité, je dirais, à résister à un environnement qui est pas simple. Bon, vous l'avez bien vendu, en tout cas. Ah, c'est gentil. Maintenant, on va passer aux questions. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Alors, il y a plein de questions en chat. Ok. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que de toute façon, vous êtes le dernier atelier. On est bien là. On est bien, on a le temps. Vous n'êtes pas trop chaud. Du tout. Vous pouvez boire un petit peu, etc. Tout va bien. Et je pense qu'on va un petit peu dépasser. C'est sûr. Avec plaisir. On ne va pas s'arrêter à 45. Mais l'important, c'est quand même de répondre aux questions des internautes. Évidemment. Première question posée en chat. Quel type de SCPI pour une personne de 30 ans ? Quel type de SCPI pour une personne de 30 ans ? Je pense qu'il faut être diversifié, qu'on ait 30 ans, 50 ou 10 ans, il faut arriver à bien se diversifier. Une fois de plus, on est dans une logique de détention long terme, donc venir faire un pari, entre guillemets, sur un secteur d'activité bien précis, à un moment donné, il faut avoir la capacité de se dire ce secteur d'activité va continuer à délivrer de la performance durant toute ma durée de détention. Donc moi, le conseil que j'ai, c'est d'être sur une SCPI très diversifiée, et pourquoi pas, si on a un peu de liquidité, se faire une allocation. Je peux très bien venir acheter une SCPI très diversifiée et compléter mon investissement avec une SCPI qui est investie sur un secteur en particulier. En fait, comme un portefeuille boursier. En fait, exactement. Plus on est diversifié, mieux on se porte, entre guillemets. Vous connaissez l'adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, oui, j'ai tenté de le dire hier, je me suis emmêlé, c'était terrible. Avec la SCPI, c'est exactement la même chose. Il faut se diversifier. On est par nature donc on peut, excusez-moi, je vous coupe, on peut très très bien imaginer passez-moi l'expression, mais une grosse SCPI diversifiée, enfin du moins, en fait, vous investissez, par exemple, je dis absolument n'importe quoi, si on part de 1000, vous investissez 500 sur une SCPI diversifiée, et puis après 100 dans 5 SCPI thématiques, par exemple, on peut imaginer ça ? On peut imaginer ça, tout à fait. D'accord. Et à 30 ans, encore plus, puisque si on a les liquidités à 30 ans, que l'on n'a pas forcément, besoin de ces liquidités, venir s'exposer sur de la SCPI, et à 30 ans, je le ferai même à crédit, parce que vous allez avoir un petit effet de levier, et sur une durée de détention, une fois de plus, assez long terme. Alors justement, il y a une question, figurez-vous, sur l'accès au crédit pour un financement en SCPI peut s'avérer compliqué. Les banques sont-elles plus ouvertes qu'autrefois ?
Alors, j'invite la personne qui vous pose la question à se rendre sur moneyone.fr. Décidément, vous êtes un bon vendeur. On a un partenariat avec Monabank qui finance 100% de notre gamme. C'est assez, une fois de plus, unique sur le marché, ce positionnement. Et on est, je pense, un des rares acteurs à avoir un partenaire bancaire qui finance 100% de la gamme. Ça, c'est important également de le savoir, sans domiciliation des comptes. Et donc, on vient justement financer, Monabank vient financer les SCPI de la marque moneyone.fr. Pour moi, ça a vraiment du sens d'investir à crédit, tout simplement parce que vous avez aujourd'hui un coût de l'argent qui est très faible. Et donc, vous allez vous exposer à un produit qui vous rémunère 4%, et vous allez avoir en face un crédit qui va vous coûter entre 2 et 3%, tout compris. Donc, de fait, vous venez emprunter de l'argent, et cela vous coûte moins cher par rapport au rendement de votre même produit. Donc, de fait, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Je viens emprunter. Et vous augmentez votre surface d'épargne. On augmente la surface d'épargne et on est dans une logique d'acquisition et d'amortissement d'un crédit à long terme. Donc, je viens m'exposer à un crédit qui me coûte 2%, et avec cet argent qui m'a coûté 2%, je viens investir dans un produit qui m'en rémunère 4%. Donc de fait, je peux même, en fonction, et avec les 2% remboursés, je peux même venir compenser mon coût de crédit pendant une première année, et il y a vraiment, quand on est en âge de le faire, un montage vraiment très intéressant à faire et de venir acquérir de la SCPI à crédit. Dans le cadre, alors toujours pareil, il y a beaucoup de questions en fait sur le crédit. Dans le cadre d'un investissement locatif, la banque considère 70% du revenu. Qu'en est-il pour un investissement en SCPI ? Eh bien, ça va être à peu près la même chose. Il n'y a pas d'exception malheureusement pour la SCPI. La banque va venir considérer que votre locataire peut venir à un instant T ne plus vous rémunérer. Alors, quand on a un appartement et un locataire, on peut le comprendre. On peut se dire effectivement, mon locataire peut se retrouver dans une situation délicate. Par contre, quand j'ai une SCPI et que j'ai 1000 locataires, avant de se retrouver dans la situation où les 1000 locataires ne peuvent pas verser de loyer, on est dans une situation qui est un petit peu ubuesque. Et en plus de ça, la SCPI a des réserves et donc de fait est capable de venir piocher dans ces réserves dans l'optique où le locataire ne pourrait pas forcément payer son loyer. Donc, oui, les banques le considèrent, même si c'est pas aussi, je dirais, intelligible que si j'avais un appartement, un locataire. Alors, vous avez un petit peu répondu à la question, mais on va y revenir. Vaut-il mieux posséder des parts importantes dans une SCPI ou bien des parts moindres dans plusieurs SCPI ? Tout dépend de votre objectif d'investissement et surtout de votre appétence au risque. Parce que la SCPI, même si on est sur un produit qui est dans son cadre de risque propre à celui de l'immobilier, eh bien, il y a différents degrés de risque dans l'immobilier également. Vous achetez un immeuble, Paris, boulevard Haussmann, refait à neuf, qui répond aux normes environnementales d'accès, etc., etc., bon, vous êtes sur une prime de risque qui va être assez faible, parce que attirer un locataire boulevard Haussmann, s'il est en capacité de payer le loyer, vous allez trouver généralement un locataire assez facilement. Maintenant, vous pouvez également avoir de l'entrepôt à Roissy, qui là va être un petit peu plus délicat à louer, mais avec une prime de risque et un rendement qui va être supérieur à celui, à l'actif que l'on va avoir boulevard Haussmann. Donc le conseil que j'ai, c'est je viens sécuriser une partie de mon épargne sur des produits qui sont, je dirais, investis, cœur de ville, avec un locataire solide, des locataires que l'on dit dans le jargon corps, c'est-à-dire je vais avoir comme locataire Bouygues, Total, ce sont des sociétés qui sont robustes dans un secteur d'activité qui fonctionne, qui va venir me pérenniser mes rendements. Et je peux venir compléter mon investissement avec des SCPI thématiques qui sont investis sur des secteurs d'activité, je dirais, entre guillemets, plus à risque et qui viennent booster le rendement que je peux avoir par rapport à un actif, je dirais, très sécure, Paris centre affaires. Alors là, c'est une question qui a été posée en amont, donc au moment de l'inscription. Comment vendre rapidement mes parts de SCPI ? Alors, on a un petit peu répondu à la question tout à l'heure avec ce problème de liquidité. Effectivement, alors comment les vendre rapidement ? La question est compliquée parce que lorsque je viens m'exposer à ce produit-là,
Une fois de plus, je le fais sur une optique de détention à 9-10 ans. Je vais investir dans ma SCPI aujourd'hui et puis je vais regarder le marché secondaire. Ça également, c'est une information que vous retrouvez en toute transparence sur les bulletins trimestriels. Vous avez les parts en attente de revente. Et si vous voyez que vous avez 0 part en attente de revente, vous pouvez vous dire que votre SCPI est liquide. Oui, ça c'est bon signe. C'est bon signe. C'est bon signe à l'instant T. Vous dire que ce même marché de revente sera identique dans 10 ans, c'est plus compliqué de le garantir. Donc il faut déjà, regarder les parts en attente de revente au moment où j'investis. Je vois si je suis sur un produit qui est liquide. Et puis, à terme, lorsque je souhaite ressortir, eh bien là, il faudra se soumettre à l'ordre de registre. Et effectivement, si on est sur une situation, je dirais, économiquement compliquée, sur laquelle il y a peu d'investisseurs, de fait, je peux me retrouver avec des parts de SCPI pour lesquelles je vais mettre un petit peu de temps sur la revente. Est-ce que MoneyOne propose des SCPI étrangères particulièrement intéressantes sur le plan fiscal, la fiscalité immobilière française étant confiscatoire? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'internaute. Et effectivement, il y a pas mal de questions sur la fiscalité des SCPI d'une manière générale. Donc, encore une fois, est-ce que vous proposez des SCPI étrangères? Est-ce que c'est intéressant fiscalement? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler la fiscalité des SCPI en France? Aucun problème. Alors oui, on propose des SCPI étrangères, principalement investies en Europe et en Allemagne particulièrement. Effectivement, pour les personnes qui sont fortement imposées et qui payent beaucoup de revenus fonciers, investir à l'étranger, alors ça nous permet d'élargir notre diversification, qui est le maître mot de ce support-là, et de venir profiter d'un marché qui est porteur. Et cerise sur le gâteau, entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas de double imposition sur le revenu foncier. Donc, mes revenus fonciers issus du marché allemand vont être imposés localement. Et quand ils vont revenir en France, entre guillemets, je ne vais pas être doublement imposé sur ces revenus-là. C'est pour ça que l'on dit que aller se diversifier pour ceux qui sont fortement imposés, aller se diversifier sur l'Allemagne permet justement de venir réduire l'impôt sur le revenu foncier. Et en France, comment ça se passe? Tout simplement, vous avez un revenu foncier. Ce revenu foncier est soumis à votre taux marginal d'imposition, la fameuse TMI, plus CSG, CRDS. Donc de fait, si vous êtes fortement imposé, on peut effectivement venir rogner de 50% le revenu locatif issu de votre investissement sur des SCPI. C'est imposé comme des loyers. Exactement. C'est du revenu foncier. C'est un revenu foncier. C'est un revenu foncier. Je peux pas. C'est aussi entre guillemets simple que ça. Et donc effectivement, le fait d'aller vers l'Europe et l'Allemagne notamment permet de ne pas avoir cette double imposition et de venir, je dirais, booster un petit peu plus votre rendement, puisque vous n'avez pas une imposition qui est aussi forte que celle du marché français. Allez, dernière question, parce qu'en fait, il y en a énormément. Bon, là, on est en train d'exploser le délai, mais c'est vrai que c'était un peu tentant. Il y avait visiblement, c'est un sujet, les SCPI, qui intéresse beaucoup les internautes, au regard du nombre de questions qui sont postées. Que sont les OPCI et quelle différence avec les SCPI? Alors, les OPCI sont des véhicules qui vont être investis non pas que sur de l'immobilier, mais qui vont jumeler marché financier et l'immobilier, avec des règles bien précises. Le marché immobilier ne peut pas dépasser 60% d'exposition, et donc vous allez avoir 40% restants qui vont être investis sur des marchés financiers. Alors ça peut être sur des actions, sur des obligations. Généralement, les gérants vont privilégier un cadre de risque qui se rapproche à celui de l'immobilier. L'objectif n'est pas de venir gommer le rendement issu de l'immobilier en 2 jours de bourse parce qu'on a été confiné et que là les marchés chutent du jour au lendemain. Donc je vais venir gommer le rendement issu de l'immobilier avec les marchés financiers. Donc la principale différence, elle est là. C'est que la SCPI, je vais être investi à 99,5% sur de l'immobilier. Il peut y avoir une petite partie de cash pour saisir les opportunités d'investissement. L'OPCI, lui, déjà, dans son mode de détention, étant donné qu'on est sur un jumelage entre
les marchés financiers et l'immobilier, généralement, vous avez un code ISIN sur ce produit-là. Donc, vous allez le détenir soit dans un compte titre, soit dans l'assurance vie, alors que les parts de SCPI, vous pouvez les détenir en direct. Vous achetez une part de SCPI, vous êtes propriétaire de votre part. Le compte titre, l'OPCI, ça passera forcément par un compte titre ou l'assurance vie. D'accord. Et vous avez un cadre de risque qui est, de par une exposition sur les marchés financiers, légèrement différent, un risque qui est légèrement différent par rapport au risque de la SCPI qui est, elle, exposée sur de l'immobilier pur et dur, sur la quasi-totalité des investissements. Il y a une poche de 10% de liquidité. Exactement, et sur ces 40%, la réglementation impose 10% de cash. Voilà, du coup, les OPCI sont réputés plus liquides que les SCPI. Évidemment. Oui, c'est vrai. C'est vrai, puisque vous avez, de part, le mode de détention, on en parlait tout à l'heure, quand je suis investi dans l'assurance vie, c'est l'assureur qui vient créer cette liquidité sur le support, donc je peux acheter et revendre à tout moment. Idem sur le compte titre, puisque, vous le disiez, cette poche à la fois de 40%, mais au sein de ces 40%, on a 10% de cash qui permettent de faire de ces liquidités. Mais qui peut être également contraignante, parce que quand on voit le coût de l'argent aujourd'hui et la rémunération à court terme, aujourd'hui, placer du cash, ça coûte de l'argent aux gestionnaires et ça vient impacter également le rendement, inconvénient que l'on n'a pas sur la SCPI. Oui, puis ce qu'il faut savoir, c'est que des OPCI grand public, il y en a quoi ? Il y en a une vingtaine, en fait, sur le Il marché. y en a une vingtaine. Alors qu'il y a plus de 200 SCPI. Donc, en fait, il y a 10 fois moins d'OPCI que de SCPI. Alors, je veux tous ces chiffres-là en tête, mais c'est vrai qu'en termes d'offres, les SCPI grand public sont peu nombreux et ce sont des véhicules qui sont généralement à destination d'investisseurs institutionnels, alors que les SCPI, c'est vrai que sont beaucoup plus faites pour accueillir le grand public de manière générale. Ok, merci beaucoup Antoine. Merci à vous. C'était très intéressant. Je pense qu'on a fait effectivement le tour. Il y a encore beaucoup de questions. Je le répète, vous avez la possibilité, chers internautes, d'aller sur la page de MoneyOne et puis de poser directement votre question. Et Antoine et son équipe se feront un plaisir de répondre à vos interrogations. Eh bien, merci beaucoup. C'était cette matinale consacrée à l'immobilier s'achève. Demain, ça sera encore moi. Mais là, cette fois-ci, on parlera pas d'immobilier, on parlera d'épargne retraite et plus particulièrement du PER. Vous savez, Antoine, ce nouveau placement dédié à la préparation à la retraite qui a été mis en place par la loi Pacte et qui a remplacé depuis le 1er octobre dernier, tous les contrats individuels et collectifs d'épargne retraite. Voilà, Live Invest, c'est fini. Enfin, c'est fini pour aujourd'hui. Et donc, je vous dis à demain. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.